bonsoir ici, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir la Côte d'Ivoire musicale et bonsoir à l'Afrique tout entière. Bienvenue et Akwaba à tous et à toutes. Bipolémique, l'émission Polémique revêt pour ce numéro inédit et exceptionnel un caractère et tout simplement une empathie particulière pour une immense perte pour notre culture, la culture ivoirienne, la culture musicale. Pour vous accompagner dans ce numéro cet après-midi, nous sommes en direct sur les antennes de la 3. Nous avons Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Bonjour les amis. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Vous allez bien, j'espère? Ça va. Ouais. Le moment est tout aussi inédit que solennel. Vous le savez, hein, cette émission, elle est tout aussi aimable qu'hospitalière, d'où la raison de cette interaction qui est la nôtre et vous faites montre au quotidien de cette interaction à travers vos activités sur nos différents canaux. Le procédé participatif en lui-même ne change guère. Nom et prénom à envoyer au numéro de téléphone suivant, le numéro qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran, 01 03 00 33 33. Mais cette fois-ci, ça sera pas pour polémiquer, mais pour traduire votre compassion à l'hôte du jour et porter vos messages, vos hommages à travers, bien sûr, cette interactivité. Pour ceux qui désirent le faire en direct, laissez vos commentaires au bas de la page Facebook de la 3, la publication relative à cette émission, puisque nous sommes en live, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à poser, bien sûr, vos commentaires. En ce qui concerne les différents canaux télé, nous sommes, bien sûr, sur 203 abonnés Canal+, 740 ceux de Star Times. Le numéro 3, ça concerne la TNT. La Covid-19, nous y sommes, il faut faire très, très attention. Allez, beaucoup d'amour et un hommage bien mérité à un illustre personnage du monde de la culture et de la musique en Côte d'Ivoire. Tel est le sommaire de ce jour. Au menu de Bipolémique aujourd'hui, échange et confidence sur fond de mélancolie. Le jeudi 25 août dernier, Eskélie l'oiseau rare nous quittait pour un voyage sans fin. L'équipe de Bipolémique a ouvert ses portes et tendu son micro à son épouse Monica Gindesdorfer. Eh ouais, nous l'avons tous connu, on a tous dansé sur sa musique ou sur une de ses musiques, du moins iconoclaste et atypique chanteur Eskélie, oui, nous a quitté le 25 août dernier. Sa femme Monica Gindesdorfer sera avec nous dans ce numéro inédit de PPLK et reviendra sur les temps forts de leur vie et les temps forts de l'artiste. Elle, en somme, racontera son homme. Bienvenue sur le plateau inédit hommage ce soir à un illustre personnage, un artiste qui a laissé des mélomanes, personne indifférent en tout cas, de par son talent, de par sa créativité et de par cette électricité qui dégageait. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'oiseau rare, n'est-ce pas, mesdames? Effectivement. Un mot à dire avant d'être plongé véritablement dans cet hommage? Alors, si j'ai un mot à dire aujourd'hui qui pourrait décrire Eskélie, c'est époustouflant. Époustouflant. Complètement. Il arrivait à captiver l'attention de tout un chacun. Que tu l'aimes ou pas, tu l'écoutes quand même. Que tu l'aimes ou pas, tu le suis. Que tu l'aimes ou pas, tu entends parler de lui. Et surtout que tu le connaisses ou pas, tu auras quand même quelque chose à dire. Quand on dira Eskélie, tu sauras forcément de qui il s'agit. Ouais. Époustouflant pour Annie-France, Marie-Dominique, un mot pour qualifier. Unique. Unique. Il faisait des choses que personne ne faisait. Il avait sa façon à lui de procéder. Il a marqué les esprits. Il est parti, c'est vrai, mais on ne l'oubliera pas parce qu'il nous a laissé une empreinte qui est assez grande quand même. Époustouflant, unique. Yann Cédric. Exceptionnel. Ouais. Il avait cette manière à lui propre de faire des choses qui le rendaient spécial. Et ça, c'est ce qui va nous manquer. Ouais. On ne verra plus des citations philosophiques. On ne verra plus quelques dérapages qui plaisaient très souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce côté exceptionnel, là, s'en va.
Ouais. Mais l'artiste, lui, reste et demeure dans vos pensées, dans les différentes mémoires collectives. Et aujourd'hui, n'hésitez pas à rendre témoignage sur nos différents canaux à travers cette interactivité. On vous le rappelle, qui de mieux que cette personne ressource que nous recevons pour parler de l'homme, puisque cette dernière a partagé sa vie durant plus d'une décennie. Elle le connaît comme personne et aujourd'hui, pour la première fois en exclusivité, elle a décidé bien sûr de se raconter, de raconter l'homme. C'est inédit, c'est exclusif, jamais ça a été fait nulle part et c'est cette fraîcheur que vous apporte la 3 à travers ce bel hommage que nous rendons à cet homme d'une dimension particulière. Et je vous demanderai de nous aider à recevoir, s'il vous plaît, cette femme de culture, d'art, qui a étudié la germanistique et a suivi le cursus théâtre, cinéma, médias à l'Université de Cologne en Allemagne. Elle a partagé la vie de Eskélie, désormais de vénérée mémoire depuis le 25 août dernier. Et elle est avec nous, nous l'accueillons avec beaucoup d'amour. Monika Ginders-Toffers, sur les antennes de la foi. Ouais. Ah ouais, tout un symbole. Je pense qu'elle mérite beaucoup plus d'applaudissements. Ouais. Des applaudissements, pas en guise de réjouissance, mais en guise d'hommage pour celle qui a accompagné la vie de l'artiste durant plus d'une décennie. Et c'est un honneur de la voir sur les antennes de la 3. Monika. Bonjour, bienvenue à la maison. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ouais. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, ton pays, on dit Akwaba pour dire bienvenue à une personne. Alors Akwaba, Monika, on est très content de t'avoir sur les antennes de la 3. Et les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs qui nous regardent sont très heureux également de te découvrir ou de te redécouvrir. Ouais. Ok. Ouais. On ne va pas lui demander comment ça va parce qu'on imagine l'état dans lequel elle se trouve en ce moment. On ne peut que te dire, la Côte d'Ivoire tout entière, de par ma bouche, de par ma voix, ne peut que te dire Yako. Yako, Monika. Comment Yako. on répond à ça? Merci. Merci. Bon, merci. Yako, Monika. Dans tous les cas, on va parler de toi, Monika. On va parler également de l'homme, de l'artiste qu'a été Eskélie. Ce moment sera un moment de témoignage, d'anecdotes, de ce que tu as pu partager avec lui et de ce qui te reste de mémoire de Eskélie, qui est notre ami, qui est notre artiste et que nous avons soutenu également. Alors, déjà, pourquoi Eskélie, c'est un artiste que tout le monde connaissait, que la plupart aimaient? Pourquoi tu étais aussi discrète? On entendait Monika, sans pour autant savoir qui tu étais. Pourquoi tu étais aussi cachée, effacée, Monika? Bon, je ne me sentis pas ni cachée ni effacée. Je connais bien les milieux artistiques ivoiriens. Ça veut dire, bon, alors il n'avait rien de caché. Pas du tout. Ouais. On peut dire que moi, dans la Côte d'Ivoire, surtout, j'ai connu les studios d'enregistration. Studio d'enregistrement, ouais. Les boîtes, les endroits de spectacle. Sinon, je n'ai pas vu grand-chose. Hein. Ouais. Et bien sûr, à la maison où on vivait, c'était vraiment notre monde. Et on a passé beaucoup du temps à Yopougon. À Yopougon? Oui, d'accord. Oui, si. Alors, je ne pense pas que j'étais cachée. Elle n'était pas cachée. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle se livre à vous pour votre plus grand bonheur. Le temps pour nous de l'installer. Revivons ensemble ces images, combien de fois touchantes, en compagnie de l'amour de sa vie, tout simplement. Monika et Eskélie, on a quelques extraits pour vous installer avant, bien sûr, de démarrer véritablement cet échange. Voilà, bonjour à tous. Je vous l'avais dit que ma femme était arrivée. Je voulais vous le témoigner en vidéo parce qu'avec vous, on ne sait jamais. Voilà, ma femme est arrivée. On est quelque part en Côte d'Ivoire et on essaie et on va partir sur Bouaké aujourd'hui même.
Il n'y a jamais d'histoire, il n'y aura jamais d'histoire. Ma femme, on se connaît il y a très longtemps. On a fait tous nos bonbons. Il n'y a plus un bonbon encore qui peut nous arriver. Quand il me réveille le matin, quand elle arrive, elle n'a même pas besoin de parler. Il sait à quoi elle pense, ce qu'elle veut. Pareil pour moi. Et ben voilà, tout aussi exceptionnel. Il était égal à lui-même, Eskeli. Voilà quoi. C'était une façon à lui de nous présenter Monica et on l'a fait à travers bien sûr sa présence sur ce plateau. Et comme je le disais, on va continuer. N'hésitez pas à poser vos questions, les différents canaux, vous les connaissez. Monica, on sait que tu as étudié le théâtre, le cinéma, les médias en Allemagne. Mais quelle était ton activité principale ici en Côte d'Ivoire? Comme mon travail principal, c'est metteur en scène. Metteur en scène. Ça veut dire, j'ai créé des spectacles, des théâtres, danse, musique, un peu interdisciplinaire. Et des fois, on avait des projets en Côte d'Ivoire. Et dans ce projet aussi, j'ai travaillé comme metteur en scène. Metteur en scène. Mais c'est un peu, comme on peut dire, on ne se limite pas trop à une discipline. Ça veut dire, par exemple, en 2010, en même temps, on a produit un album avec des artistes chanteurs, arrangeurs à la main, en collaboration avec des arrangeurs et chanteurs ivoiriens. Ça veut dire on était toujours entre les disciplines. Ouais. Là, dans sa plus grande généralité, disséquée et décortiquée, mais on retient à la base que tu étais metteur en scène. Metteur en scène. Alors, cette émission ou cet échange sera bien divisé en 3 axes. Pour nous parler de l'homme, on va parler d'abord de la rencontre Eskeli Monica, les circonstances, le lieu. On va parler de la vie du couple ici à Abidjan, à Berlin ainsi qu'à Bouaké. Et puis on va parler enfin du retour de Eskeli sur sa terre natale à Abidjan et plus précisément à Bouaké avant bien sûr son décès. Démarrons volontiers mesdames par le premier axe qui concerne la rencontre Eskeli Monica. D'accord, justement, Eskeli, Monica, comment se fait la rencontre? Où est-ce que tu le rencontres? Toi qui étais metteur en scène, comment tu le découvres même d'abord? On est allé chez Champikilo, Shaggy Charouf et moi. Ça veut dire Shaggy voulait m'envoyer au studio de Champi. Et je ne sais pas, c'était ce studio bleu, couleur bleue intense. C'était avant le studio orange. Alors, ça fait un peu du temps. Ouais. Je pense que... Combien de temps, sensiblement? Peut-être 2008, comme ça. D'accord, ça oui. Et alors, on va entrer là-bas et en même temps, j'écoute une personne chanter. Je ne la voyais pas. Alors, vous savez déjà. Alors, je ne le voyais pas, mais j'ai écouté. Et en même temps, il chantait, bien sûr, il chantait super. Mais il avait aussi des bruits comme bon. Ça veut dire qu'il s'agitait un peu sur le mur de la cabine. Il était agité, excité, on n'entendait pas que le... Oui, j'ai écouté la voix plus cette bruit de... Et bon, quand il a fini, pof, ça ouvre la porte et je l'ai vu pour la première fois. Il était 1 mètre devant moi dans ce petit studio. Et il avait un peu du sang sur son bras, mais pas grave, comme ça, et toute souriante et pleine de... C'est ça qu'il venait de chanter. C'était quoi, le coup de foudre, là, quand tu l'as vu, quand il sort que moi, tu tout de suite, d'abord, je l'ai écouté. D'abord, la voix, après, ça ouvre la porte et je le vois. Et je savais qu'il était très, très fort artistiquement. Tout de suite, ça suffisait 1 minute, en fait. Alors, je dis, mais ça, c'est qui? C'est qui? C'est qui, ça? Et bon, ils ont me dit que c'est le chanteur Eskeli. Mais après... c'est pas qu'on s'est revus tout de suite. Ça a duré peut-être 2 années. J'étais en train de répéter une pièce et on répétait Gotthard des Prix, Gadgulasta, des artistes allemands, Ted Geier, Peter Ott. Ils étaient en face de moi. Parce que souvent, on combine des mouvements avec des paroles. Et tout le temps, le téléphone de Gotthard sonne. Vraiment, c'était très... Ça a dérangé avec le temps. Parce que même si j'ai coupé ça, encore ça appelle. Alors je prends le téléphone et je dis, mais il est au boulot. Et de l'autre côté, c'est Eskeli. Je dis, c'est Eskeli? Alors, le prochain jour, je me rappelais tout de suite. Alors, Gotthard m'a aussi confirmé que c'était super de lui voir. Et le prochain jour, déjà, il était à la répétition. Parce qu'on a fait plusieurs choses, plusieurs pièces, mais aussi la musique. Alors,
il était dans une répétition, il est venu avec 2 très jeunes danseurs. Il n'avait pas question, on a commencé à travailler tout de suite. Ouais. Ça veut dire qu'il n'avait pas de négociations, ni des contrats, ni tout. Les choses sont parties comme ça. On s'est échangé déjà sur le sujet et il a commencé à travailler. Et comme ça, on avait chaque jour des répétitions. Et dans ce temps, on a loué une grande maison à Hongrie parce qu'il fallait aussi loger des artistes allemands. Et après la répétition, il n'est pas allé à la maison. Ça veut dire qu'il est juste resté. Et on peut dire, il est resté avec moi. Il n'avait pas trop de formalités. On peut dire, de ce premier jour jusqu'à aujourd'hui, on était ensemble. Ah ouais. Il est resté là et l'histoire a bien démarré Comme ça. de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes toujours ensemble. Oui, on ne s'est jamais séparés. Il ne fallait pas une communiqué officiel. On savait qu'on était C'est ensemble. ça, belle histoire, on va dire. Très belle histoire. Mais en dehors de cette personne que tu as vue dans le studio ce jour-là, Yopougon, qui chantait, qui s'agitait, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'attirait spécialement chez lui? Bon, je pense que c'est la unique personne parce que comme je dis, après le travail, il est juste resté. La unique personne qui me donne envie de rester à la maison. Oh là là. Parce que normalement, je n'aime pas trop. Rester à la maison? Exactement. C'est pas très casanière, hein? Non. J'aime beaucoup marcher, je m'intéresse pour l'architecture, pour des choses comme ça et tout ça. Mais pour rester à la maison comme ça, sans rien faire, c'est vraiment pas mon truc. Mais avec Eskeli, rien faire, c'est pas rien faire. Parce qu'on peut dire que c'est tellement Ça bouillonne là-dedans. riche. Quelque chose à faire. Nos conversations étaient toujours super, mais aussi c'est relaxé. Même regarder la télé, les commentaires qu'il va lancer, c'est tellement inspiré. Il faisait quoi comme commentaire, par exemple, quand vous regardiez la télévision? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que vous regardiez déjà comme programme à la télé? Bon, vous voyez, ça c'est 11 ans maintenant, non? Oui. Il y a eu tellement de choses. On regarde souvent des documentaires. Oui. Si par hasard ça passe un film d'amour, il dit tiens, ça nous on sait faire nous-mêmes et changer le programme. Alors, sinon, on avait la routine de commencer la journée avec des chaînes d'information. Ici aussi, tous les chaînes d'Africa News de différents pays. Même, ça nous faisait plaisir de voir des très petites chaînes, leur canal d'information. Comment il réagissait face aux informations qui étaient données? Qu'est-ce qu'il disait? Lui, c'est pas seulement un truc qu'on fait à la fois. Ça veut dire, en même temps, on allume la télé, il y a les informations. Il dit, viens voir, il y a ça. En même temps, ça joue une musique. Parce que le matin, souvent, il fait d'abord une sélection de musiques qui sont souvent des musiques très pures. Du village, pas forcément des chanteurs trop connus. Ça aussi, mais il aime beaucoup écouter tous ces morceaux. Il avait aussi certains morceaux religieux qu'il aimait. Des fois, bien sûr, aussi, il écoutait les coupés décalés, mais surtout des voix qui étaient beaucoup pures, pas trop travaillées, pas trop commercialisées. Et ça veut dire, en même temps, il y a la télé, il y a les morceaux qu'il met, et en même temps, il commence peut-être à faire la musique lui-même, ou bien d'écrire quelque chose ou planifier une vidéo. Ça veut dire on avait, et à la cuisine, ça bouge. Il ne faisait pas une chose à la fois. Il pouvait faire... Ça veut dire tout était connecté. Ça veut dire ça que tu as des nouvelles du monde avec les nouvelles locales. Oui. Plus aussi, il lisait aussi. Hein. Il faisait des recherches sur des sujets qui l'intéressaient. Plus la musique qu'il mettait lui-même. Ça veut dire que tu devrais écouter 3-4 choses à la fois. Wow. Et après, j'étais aussi capable d'écrire moi mes choses. Pourtant, tu as tous ces sons dans ton oreille. Et en même temps, on s'est parlé aussi. Alors, la nuit, même s'il n'a pas beaucoup dormi, ça veut Il ne dire, dort pas beaucoup la nuit. Hein. Non, il dort 2 heures, après il se réveille, après... Il fait quoi quand il se réveille la nuit? Exactement ça. Il compose de la musique. Il écrit un texte. Avant de l'écrire, peut-être il fait des recherches. Il parle avec moi.
il prend des appels, il mange, il cuisine. Tout ça la nuit. Est-ce que très souvent dans les compositions, tu l'aidais, tu t'asseyais avec lui pour écrire parce que toi aussi tu faisais quelques recherches? En tant que Non, metteur en scène. c'est plus, tu vois, est-ce qu'Ellie, vous voyez, est-ce qu'Ellie n'a pas besoin de l'aide pour dire un texte? Est-ce qu'Ellie, c'est plus que nous deux, on est inspirés par des choses. C'est pour ça qu'on voit, on les commente naturellement. Oui. Ou bien moi, je le raconte aussi dans quoi je suis. Et dès nos conversations, bien sûr, on tire, nous deux, on se nourrit de ça. Mais vous-même, vous savez qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui l'aide pour faire. Il est inspiré. Des fois, avant de balancer une vidéo, il m'a demandé comment tu trouves. Mais la majorité des fois, il ne m'a pas demandé. Ah, ok. Ouais, la plupart du temps. Sortant de ce plateau, Monica, et prenons l'avis des intervenants, des téléspectateurs, des internautes, et nous avons un témoignage de quelqu'un qui a connu Eskelly, qui parle de lui. Il se nomme Yohan Ayewi, il est informaticien, et nous allons l'écouter et après commenter ce qu'il dit. Bienvenue Yohan et merci de nous porter ton témoignage. Alors, Eskelly, je l'ai connu par le biais de mon frère Donald et ma sœur Madina, qui l'affectionnait beaucoup. Au début, je ne savais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à sa musique, j'ai vu que c'était un très bon artiste chanteur, avec des titres comme Konami, Ma copine Pata, pour ne citer que cela. Aussi, c'était un artiste qui était dans son mood, incompris souvent, mais qui vivait à sa manière. En gros, c'était un bon artiste, particulier, je veux dire, propre à lui, avec ses propres moyens de communication, sa propre manière de faire. Et à vous, sa très chère épouse, je profite de ce canal pour vous présenter mes sincères condoléances. Soyez fortes, on vous apporte toutes nos ondes positives et vous pouvez être fiers de vous parce que jamais on n'a entendu des polémiques sur vous, dans le secret, dans le silence. Soyez fortes et gardez le courage. Le premier témoignage de ce numéro inédit en hommage à Eskelly en compagnie de Monica, sa conjointe. N'hésitez pas à apporter vos témoignages, comme vient de le faire à l'instant Yohan Ayewi. Quant à nous, nous continuons bien sûr nos échanges avec Monica. Effectivement, à l'époque déjà, on le trouvait atypique, on le trouvait... on ne comprenait pas ce qu'il disait, on ne comprenait pas ce qu'il faisait. Est-ce que tu n'avais pas peur de te mettre avec lui? Est-ce que tu étais toujours pour autant déterminée de vivre ton amour avec lui? Non, non, ça ne faisait pas peur. Du tout? Pas du tout. Parce que comme je dis, je l'ai écouté chanter, après on a déjà échangé sur des sujets, c'était très naturel et il est très, très chaleureux. Très chaleureux? Oui, et c'est très facile de lui connecter dans le moment où il sent que quelqu'un est honnête avec lui, ça vient du cœur, ça passe. Et tellement, c'est pas par hasard que tellement de gens lui aiment parce que moi, bon, je sais que ceux qui regardent, peut-être, il y a beaucoup entre eux qui l'aiment beaucoup. Effectivement. Je pouvais, quand on partait dans la rue seulement, combien de fois on lui adressait et il n'avait pas besoin qu'il ait un nouveau titre pour que les gens l'aiment. Il était tout le temps arrêté dans la rue. Mais il était aussi très, très généreux et il ne faisait jamais une différence entre les gens. Et il pouvait se fâcher vite fait, mais ça n'a pas duré longtemps. Il pardonnait très, très vite. Alors, moi, je peux dire, j'avais pas du tout... peur de lui, mais des fois j'avais peur qu'il s'épuise beaucoup. Ça veut dire, on dit épuisé? Oui, c'est ça. Il travaille beaucoup. Non, parce qu'il se mettait des fois dans des états où c'était très en eau, comme vous dites, non? Oui, il était dans un truc, parce que des fois, il s'est mis très, très intense dans certaines choses, et quand c'était aussi le temps de la machette. Il dépensait beaucoup d'énergie. Alors, ça bouffe l'énergie, mais aussi c'est un état mental. Et il est très, très sensible à sentir les choses qui sont autour de lui. S'il y a quelque chose qui est bizarre, qui n'est pas bon, il le sent, il exprime, digère de sa manière, il exprime ça de sa manière. Et je pense que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et les gens aussi, des fois, il avait beaucoup de gens autour de lui et
il les touchait. Et lui aussi, il voulait... il était très réactif, ça veut dire il parlait avec chacun, il lui donnait l'argent pour il puisse son transport, pour il poser. Juste que tout ça, c'était à régler. Des fois, c'était une boule comme ça. Ouais. Et s'il était dans cet état, que des fois, il ne mangeait pas pour 2-3 jours, ouais. Et il était très dans ce truc spirituel. J'avais peur que ça consomme tellement de force. Et comme c'est un état très spécial, j'ai toujours... j'espérais seulement que... Pourquoi il avait ce besoin-là d'être dans cet état? Moi, je pense que c'est une personne très spirituelle et qu'on sait que cet état, aussi sans manger, ou de te mettre dans un certain truc, que là, tu es encore plus sensible à certains signaux et je pense qu'il avait besoin de ce type de communication parce que aussi une directrice de théâtre allemand, elle m'a écrit, j'ai jamais vu quelqu'un de tellement spirituel comme Eskelly. Oui, il avait besoin de ça. Je ne sais même pas si... Il avait des phases où c'était plus intense, il avait des phases où c'était plus moins intense. Normal, plus cool. Mais toi, tu t'inquiétais pas qu'il ne mange pas pendant 3 jours? Bon, j'ai essayé de dire, mais mange quelque chose, mais est-ce qu'il m'écoute? Ça veut dire... Bon, après, il va manger. Après, il va manger. Abordons autre chose à présent. Parlons de la vie du couple. Monica Eskelly, et cette vie de couple passe par plusieurs capitales. Abidjan, Berlin, on est également Bouaké. Commençons avec Marie-Dominique. Alors, on sait que vous étiez ensemble. Quand tu nous expliques, vous étiez très amoureux. Mais est-ce que vos familles, la famille de Eskelly, ta famille, est-ce que tout le monde était d'accord pour que vous soyez ensemble? Les deux familles, hein? Oui, les deux familles. C'est pas notre problème. Comment on peut dire? Je peux dire ceux que j'ai rencontrés de la famille, parce que les familles sont grandes aussi. Oui. Je peux aussi, je les remercie parce qu'ils étaient tous très gentils. Et il y a son frère Eddie, il y a sa sœur Audrey, il y a sa maman, que peut-être c'est la personne que j'ai plus vue. Yannick, le fils. Ça veut dire qu'il y a des autres qui viennent de me présenter à Bouaké, de la famille, que c'est très récent. Il y a des autres que je sais que je vais les connaître maintenant et j'ai beaucoup ravi de les connaître. Ça veut dire que je peux seulement dire que de la part de toute la famille d'Eskelly, j'ai senti seulement un très grand bienvenue. Mais on peut dire que nous, on n'était pas le type de personnes qui chaque jour vont appeler leur famille. Moi aussi, ça veut dire qu'on avait beaucoup. Avec le temps, j'ai connu un peu. Mais la majorité du temps, nous, on vivait notre vie. Vous étiez concentrés sur vous. Et comme au début, on a encore fait beaucoup de pièces ensemble. Il fallait aller à la répétition, bosser jusqu'à telle heure, après se déplacer pour jouer dans une certaine ville, etc. Ça veut dire que c'était aussi assez du travail. Et en fait, c'est maintenant qu'on a beaucoup souhaité de passer beaucoup du temps ensemble sans travail. D'accord. Situation matrimoniale, vous n'étiez pas mariés? Vous-même savez que le papier, c'est pas notre truc. Mais c'est les papiers. Bon, mais on voulait le faire, en fait, parce que pour nous, bon, on était déjà, comme je dis, de la première seconde, il restait... chez moi, on est restés ensemble, mais c'était clair pour nous. Mais des fois, dans la vie, ça peut aider d'avoir un truc officiel seulement... Dans certains cas, dans la vie, on voulait se protéger de ça, mais... Arrêtons-nous là et discutons tous ensemble sur cette idylle entre Monica et notre Eskelly nationale. Que vous inspire un tel amour, une telle fusion entre deux personnes que tout opposait, naturellement, j'ai envie de dire, qui ont fini par se rejoindre et former une personne? Ça me rappelle les contes de fées. Les contes de fées qui étaient racontés par Perrault ou par les frères Brouder.
Et franchement, effectivement, c'était un amour improbable parce que quand on voit Eskélie qu'on connaît, pas le Eskélie raconté par Monica, mais le Eskélie qu'on connaît, qu'on a connu, pardon, qui était dingue, qui était déluré, qui était énergique. Et quand on voit une femme qui est dans les médias, dans le théâtre, dans la musique, on se dit c'est pas possible, mais ils ont réussi quand même. Ils ont réussi à nous faire croire à l'amour, ils ont réussi à nous faire croire en un amour qui était impossible. C'est comme le Titanic, hein. Rose et Jack. Franchement, c'était, voilà, pour moi, c'est un conte de fées. Un conte de fées pour Annie-France. Oui, c'est un peu pareil. L'amour vrai, l'amour qui ne regarde pas l'apparence, qui ne regarde pas, qui s'en fout de ce que les gens disent, qui ne met pas d'importance dans un bout de papier, mais qui se concentre sur ce qu'on ressent l'un pour l'autre et qui se dit, bon, on y va parce qu'on s'aime, c'est le plus important, on vit l'instant présent. Et ça, c'est beau. Je trouve que c'est le véritable amour, ça. C'est sur ça qu'on devrait se concentrer. Donner du bonheur à l'autre et c'est ça, le plus important, qu'on soit heureux ensemble. Ce que je comprends de cette relation, c'est que quand on partage un tant soit peu les mêmes goûts, surtout musicaux avec une personne, ou quand on est captivé parce qu'une personne produit musicalement, il n'y a rien à dire, ça devient automatiquement fusionnel. On n'a pas besoin de comprendre beaucoup de choses. Et là, ça va bien au-delà de la musique, non? Oui, bien, ça part de là en fait, ça part de là. Ça part de là. On entend, on est captivé, on se laisse transporter parce que la personne produit. Après, le reste, ça suit. Après, le reste, ça suit. C'est comme ce commentaire, justement, de Jamélie Colombe qui nous dit « Je vous souhaite sincèrement mes condoléances. On ressent l'amour sincère. » Je vous présente. Je vous présente mes condoléances. On ressent l'amour sincère. Effectivement, il y a l'amour sincère dans les propos de Monica sur ce plateau. Et c'est dû à ce que Eskélie a produit qu'il a transporté justement dans cet amour-là. Ouais. Extraordinaire idylle, en tout cas, entre ces deux personnages. Monica, on sait que Eskélie, c'était quelqu'un d'assez imprévisible. Tu le disais toi-même, il ne calculait pas, il était intense, il était entier. Comment arriviez-vous à... Comment tu gérais les disputes que vous aviez? Comment c'était? Comment tu arrivais à le canaliser de sorte... Moi aussi, des fois, je me fâche. Chaud là-bas. Comme vous deux, vous êtes fâchés. Comment vous dire? Mais en même temps, il pouvait insulter, non? Et aussi, il a une voix forte, ça veut dire même si tu fermes la porte, tu vas encore l'écouter, il va continuer par des heures. Mais même dans ses insultes, il est tellement créatif. Oh là. Je dois me dire... on peut avoir un exemple. Ça fâche, ça blesse. Mais dans un certain moment, des fois, je devrais aussi me dire, mais c'est une vraie discours qu'il est en train de faire. Mais des fois aussi, j'ai essayé de mettre des casques, je n'écoute pas ça, je ne me laisse pas provoquer, mais j'ai écouté quand même. Et des fois, je ne pouvais pas me retenir aussi de répondre. Ah oui, tu répondais. De répondre, etc. Et ça chauffait, mais... les prochains jours, toujours, ça c'était bien. Ça veut dire avec l'expérience, parce que des fois, j'étais désespérée, non? Et je dis, mais c'est injuste, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas fait ça, pourquoi? Toute cette colère. Mais après, j'avais l'expérience que je savais que les prochains jours... parce qu'au début, j'étais très désespérée. Je ne comprenais pas... Pourquoi il Qu'est-ce qui était le problème? Pourquoi il s'est fâché? Et après, je savais, bon, il va dormir et c'est bon. Et tu dois seulement attendre que ses forces baissent. Et, bon, mais aussi des fois, on avait des amis qui intervenaient. Effectivement. Alors, est-ce que vous viviez après ou vous êtes mis, vous avez vécu à distance? Tu étais à Berlin, il était à Abidjan. Comment vous arrivez à organiser votre relation avec la distance? On peut dire que peut-être les absences, les longues absences, c'est vraiment quelque chose de très difficile et je pense que beaucoup de gens le connaissent. Que leur partenaire est dans un autre continent et que des fois, tu ne peux même pas décider exactement le moment quand tu peux revoir la personne. Et combien de fois on est allé à l'aéroport pour l'arrivée ou bien le départ et à chaque fois, j'ai senti un grand vide dans la maison quand il est parti. C'était vraiment chaque fois cette procédure. Mais
on s'appelait très souvent et on parlait et il m'a transmis beaucoup de ces petites vidéos. Il m'expliquait qu'est-ce qui se passe, il savait quelque chose j'aime voir, ou il m'expliquait. Alors, en direct sur le téléphone ou des petites vidéos où il me parle ou des audios, ça veut dire en fait presque chaque jour ou chaque 2-3 jours, on écoutait un de l'autre. Comment il était, comment il se comportait quand il était à Berlin? Est-ce que c'est le même comportement qu'il avait quand il était en Côte d'Ivoire? Ça, les téléspectateurs également se posent beaucoup la question. Oui, j'ai vu des commentaires sur voilà, ça. justement, quand est-ce qu'il est ailleurs, il n'est pas comme ça. C'est pas l'endroit qui fait. C'est quoi Qui fait son comportement, mais il passe sur des différentes étapes dans sa vie. Et ça veut dire, si c'est... Parce que j'ai vu tous les commentaires, les poudres, tu ne vas pas les mettre à Berlin. Mais oui. Il faisait ça aussi. Il mettait les poudres à Berlin? À Berlin? Oui. Ah oui? Ça dépend pas de l'endroit. Ça dépend dans quelle phase il est et qu'est-ce qui est important dans ce moment. D'accord, ok. Et comment on le voyait quand il faisait ça là-bas? Comment les Allemands le voyaient, le percevaient? Bon, d'abord, il y a des collègues artistiques. Comme j'ai dit, il participait à beaucoup de pièces. Ça veut dire qu'il y a des collègues de l'opéra, il y a des collègues acteurs, il y a des collègues chanteurs, il y a des collègues chorégraphes. Et aussi, ils ont vu tout de suite qu'artistiquement, c'est tellement fort. Ça veut dire que ça les intéressait beaucoup. D'accord. Ouais. D'ailleurs, vous permettrez, on a un extrait d'une de ces représentations, j'ai envie de dire fulgurantes, qu'on va vous proposer. Vous allez, si vous n'avez jamais vu cette vidéo, vous allez voir de quoi on parle et on revient pour en parler. Est-ce qu'il y a à Berlin? C'était ça. C'était intense, hein. On peut applaudir l'artiste tout de même. Hein. Ah, c'était intense, hein. Hein, Monica? Oui, normalement, c'est l'ouverture de Mozart à l'enlèvement du sérail. Et normalement, l'ouverture, c'est toujours un instrumental. Okay. Et ça veut dire l'idée de chanter sur l'ouverture, normalement, ça ne se fait pas. Et c'était qu'on voulait... Aussi, on doutait si on devrait faire un opéra. Moi, je ne suis pas spécialiste d'opéra, mais le directeur de opéra, il avait vu nos pièces, il aimait ça, il voulait une collaboration. J'ai dit, bon, opéra, beaucoup carré, le ton de l'orchestre, le grand chanteur, la voix, etc. Et je ne sais pas si c'est notre truc. Alors, on dit, on va faire un test, si vraiment ça peut. Et dans ce test, c'était le test, bon, sans que... on a écouté l'opéra en avance, sans l'écouter. Qu'est-ce que ça fait avec Ça n'a pas été préparé véritablement? Non, je veux dire, c'était le premier test avant qu'on s'est décidé de le faire. D'accord. Pour de prendre, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas. Okay. Et on a dit, bon, à voir qu'est-ce que Mozart fait à ton oreille. Et sans que tu aies le temps de l'étudier. De toute façon, il n'avait jamais besoin du temps. Alors, on mettait seulement la musique et on a dit... chante ça que l'impression
du son fait avec toi, exprime ça de ta manière. Et c'est un peu ça qui est sorti tout de suite. Et on a gardé ça après pour le spectacle aussi. Mais il a encore des autres scènes où il a travaillé avec les chanteurs de bar. Eskelly, c'était également des sorties, des vidéos les plus improbables les unes que les autres. On a vu pas mal de vidéos de Eskelly, de lui en train de danser, de lui en train de se toucher, de lui en train de... Faire un clip dans un cimetière. Est-ce qu'il t'en parlait avant de faire ces vidéos? Est-ce qu'il prenait ton avis? Comme je dis, des fois oui, mais beaucoup de fois non, parce que c'est pas qu'il va m'appeler avant qu'il fasse une vidéo. C'est plus des fois oui, et des fois après il m'a envoyé. Mais toi, quand tu voyais ça, ça te faisait quoi? Est-ce que tu lui disais des fois arrête? Est-ce que tu avais peur que ça lui cause des préjudices? Ça te faisait quoi de voir ces vidéos? Non, parce que j'aime beaucoup ces vidéos parce que on voit beaucoup comment ils se connectent avec des choses. Ça veut dire aussi les vidéos des Boakey, ils sont des fois juste derrière la maison, mais avec des personnes qui sont là-bas. Et sa manière de très vite se connecter avec ça qui est autour de lui, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça veut dire plus ça m'a pas du tout. Ça me plaît. Ça me plaît aussi. Je pense quand on regarde les clips qui étaient produits ou Roland a filmé ou des autres réalisateurs ont filmé, encore toujours ça transmet quelque chose qui va plus loin qu'un produit calculé. D'accord. Il y a vraiment une vraie joie, où il y a des gestes, où il se jette sur terre. Et à cause de ça, pour moi, ces vidéos, il n'y a rien à dire. Ils sont très, très super. Et c'est juste constater quand peut-être ça qu'il a dit pouvait être trop blessant, ou je pensais que peut-être ça va lui causer un problème. Que là, je dis, il disait quelque chose de blessant. Là, tu doses un peu. Tu le rappelais à l'ordre. Mais des fois, il peut écouter, mais il ne peut pas écouter. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est un homme libre. Il prend ses décisions tout seul, voilà. Oui, il m'écoute, mais de sa manière. De sa manière. Un homme libre et une liberté qui, d'ailleurs, lui a valu d'être enfermé, emprisonné pendant un moment. Il est passé par la case prison. Comment tu as vécu ces moments? Bon, c'est comme maintenant, là, on agit. Alors, j'ai essayé d'avoir les informations. On a essayé de prendre un avocat avec un ami qui m'a dit... Parce que je ne pouvais pas communiquer avec lui directement. Alors, j'ai tout fait pour que je sache qu'il a un bon avocat, qu'il y a les amis qui me communiquent qu'est-ce qui se passe. Et... bon, il est sorti, non? Comme on peut dire, c'est ça de organiser tout ça qu'il faut et après... Après... Tu as l'espoir. Effectivement. Une autre intervention, un autre témoignage, c'est selon. Nous avons en ligne Ida Tralou, me fait-on dire, et nous la recevons. Bonsoir Ida, bienvenue dans Pipolémique, nous t'écoutons. Je suis Ida Tralou, animatrice radio. J'ai juste des mots de soutien à l'endroit de l'épouse de notre artiste Eskelly. Puisse Dieu la soutenir, puisse Dieu être à ses côtés. Nous savions tous qu'il est pénible de perdre un être cher, quelqu'un avec qui on partageait tout, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule parce que Eskelly ne lui appartenait pas seul. Il appartenait à tout un peuple. Il appartenait à toute la Côte d'Ivoire et toute la Côte d'Ivoire pleure son époux, pleure l'artiste. Encore courage à vous, madame, courage. Commentaire, Monica sur... Oui, c'est ça que j'ai pensé aussi et c'est ma décision de venir aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens l'aiment et de parler de lui. Aussi, vous allez inviter des autres personnes. Il va y avoir encore beaucoup de personnes, je pense, qui vont faire des interviews sur Eskelly. Que c'est quelque chose qu'on peut partager parce que je sais qu'il a aussi une vie avant moi. Il a aussi beaucoup. Des fois, il me présente une personne et je sens comme ce lien avec cette personne est fort et je n'ai jamais écouté parler avant. Ça veut dire que je ne peux même pas
connaître le degré, mais je sais qu'il est très haut des gens qui lui aiment. Monica, comment tu apprends le décès de Eskeli? Oui, j'ai appelé à l'hôpital et j'ai écouté que ça va très mal. Alors, je voulais faire ce que je pouvais pour vérifier ou pour qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'encore il faut un meilleur hôpital? C'est quel docteur? Est-ce que tout est... Aussi, j'avais, comme la nuit avant, quand j'ai parlé avec lui, j'ai senti que c'est pas du tout bien. Alors, j'étais en train d'organiser mon voyage. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous êtes parlé? Alors, je voulais déjà venir parce que je savais que c'était urgent. Alors, Sniper, l'arrangeur Sniper, qui est beaucoup ami à Eskeli et à moi, il m'a appelé. J'ai dit, tu vas vérifier tout de suite qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose que le traitement sera? Et il a dit, oui, je vais faire. Et après quelques minutes, il m'a appelé et il m'a dit. Alors, Sniper m'a dit, et dans le premier appel, il n'avait pas le courage de me dire parce qu'il savait déjà. Alors, oui, lui, il m'a dit, et je suis contente que c'est un très bon ami qui m'a dit. Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as... C'est comme déjà, parce que le temps était très court. Depuis, il disait, il ne se sent pas bien. C'était seulement quelques jours. Et les premiers gens disent, ah, peut-être c'est malaria, ah, le docteur va venir à la maison. Mais après 4 jours, quand ça n'était pas mieux, et il m'a écrit que la nuit, il a pensé qu'il fallait mourir. J'ai senti que ça n'était pas du tout bien. Alors cette nuit avant, quand je l'ai eu au téléphone, après cet appel, j'ai senti une très, très grande urgence de venir. Et toute la nuit, j'étais très, très inquiète. Et voilà, c'était déjà le matin, c'était comme déjà les heures avant. Je voulais juste lui dire, tiens encore, je suis en route. Mais comme on peut dire, je m'ai attendu peut-être que la maladie est grave. Je savais que ce n'était pas comme normalement, la petite maladie de quelques jours. J'ai senti ça la nuit avant, beaucoup, même les jours avant. Mais je pensais que... Je ne pensais pas qu'il va mourir tellement vite. Alors jusqu'à aujourd'hui, comme je dis, je fonctionne comme une machine. J'ai organisé que je peux partir, je suis arrivée. J'ai fait les réunions qu'il faut, je suis ici. Mais en fait, je ne sais pas, après, quand tu as fait ça qu'il faut faire. Et on comprend la peine qui est bien sûr la tienne. On a le médecin qui a parlé un soupçon de cancer de poumon. Cancer de poumon. Il m'a dit ça la nuit avant. Ça veut dire lui-même, il m'a dit ça au téléphone, mais c'est qu'ils ont dit ça à l'hôpital. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu savais depuis longtemps? Lui aussi, il ne savait pas? Je ne le pense pas, parce que c'est cette nuit où il m'a dit, il ne m'a jamais parlé de ça avant. Et aussi, il respirait bien. Ça veut dire, la dernière fois quand j'étais ici, ça fait seulement 4 semaines, je pense. C'est ça. Il était très bien. Il était très bien. Alors, je ne sais pas s'il savait, parce que personne ne peut savoir, mais j'ai l'impression que non. Il ne savait pas. Parce qu'on avait aussi beaucoup de plans. Et normalement, on ne s'est pas trop caché des choses comme ça. Les choses sont allées très vite. La veille de son décès, il avait fait une publication sur les réseaux sociaux où il disait en substance que je suis malade, je sais que cette maladie va m'emporter, Seigneur. Est-ce que tu avais vu cette publication-là?
Non, je l'ai vu après. Mais comme on peut dire, moi, comme je dis, moi, j'ai aussi senti que c'est très grave. Et je pense que nous deux, on a les senti. Mais toute sa vie, bon, la vie que moi je connais, il était très conscient qu'on va mourir et qu'on va mourir. Alors, il avait beaucoup de mots sur ça. Souvent, il a dit, les gens, ils veulent l'argent pour construire une maison, c'est mieux de mettre ça dans ton cercueil. Ça veut dire, il était très conscient de cette limite entre la vie et la mort. On va passer un élément qui a été proposé sur les antennes de la 3 par la rédaction de la chaîne. On ne sait pas si tu as vu cet élément. En tout cas, c'est un reportage de RTI Bouaké qui retraçait le parcours de Eskeli de l'hôpital jusqu'à la morgue. On le regarde et on revient tout juste après. Mercredi 25 août 2021, nous sommes à Ngatakro, un quartier de la ville de Bouaké. Il est 10 heures. Après la forte pluie, les Ivoiriens sont attristés par la nouvelle du décès du chanteur Eskeli. Alors que certains n'en reviennent toujours pas, à la clinique, on observe le corbillard venu récupérer le corps du chanteur. Direction la morgue du CHU de Bouaké, où la dépouille du fils d'Ablapoku a été transférée. Après la morgue, l'équipe prend la direction de Konankankro, village situé à quelques encablures de l'aéroport. Ici, la tristesse est au rendez-vous. Monica, on comprend la difficulté de voir ces images. On comprend également l'émotion qui est la tienne. Et sache que Eskeli n'a pas vécu en vain. Son passage sur Terre n'aura pas été vil, sans importance. C'est quelqu'un, c'est un nom qui restera pour la mémoire collective et qui restera gravé à jamais dans le cœur des Ivoiriens. Tout ce qu'on peut te souhaiter véritablement, c'est d'être forte, d'être présente auprès des différentes familles, auprès de ces mélomanes, des personnes qui l'ont aimé, qui continuent de le suivre, d'écouter ses chansons, d'écouter son idéologie artistique. Et tout ce qu'on peut te dire, nous, c'est merci. Merci. Merci d'avoir été à ses côtés. Merci d'avoir cru en lui plus que personne. Merci de l'avoir accompagné, Monica. Je veux seulement dire que je vais aller à Bouaké. Et c'est la maison qu'il a construite pour nous deux. Et je serai très contente de voir la famille. Et bon, merci que vous avez m'invité. Ouais, merci plutôt à toi, Monica. Merci. Merci infiniment. On sera à tes côtés, la chaîne sera à vos côtés pour retransmettre ces obsèques aux Ivoiriens. Est-ce qu'on a des dates pour les préparatifs des obsèques? Est-ce qu'on a des informations? Vous allez avoir des informations, ça va être très bientôt et c'est la famille qui va le faire. Ouais. Mais tout le monde essaye de faire ça très bien. Ouais. Ne vous inquiétez pas, la 3 sera au cœur de cet événement et vous rapportera chaque ligne des obsèques de cet artiste qui mérite d'être placé au panthéon de la culture ivoirienne. Quelques témoignages, on ne pourra pas tous y passer vu le temps qui est imparti, qui voilà, arrive à sa fin. Nous avons un de ces soldat, on va dire, Vechololas, qui a tenu à travers cette vidéo à porter son témoignage et à dire ce qu'il retient de l'homme. Vecho, bonjour, merci d'être là, présent pour ton frère. Bonjour Monica, je suis l'ami de Eskeli.
Vetcho Lolas. J'aimerais te dire de prendre courage, j'aimerais te dire d'être forte, parce que ce que tu traverses actuellement est très difficile. C'est vraiment fort, perdre son amour, perdre son homme, c'est vraiment fort. Ça fait vraiment mal. Et moi, j'ai mal aussi. Sois courageuse, sois forte, Monica. Sois forte. Sache que je suis là. Même si je ne suis rien dans ce pays, je suis là. Je suis avec toi. Et c'est d'ailleurs même ton OK. J'attends. On s'est eu au téléphone et je t'attends toujours pour qu'on puisse aller à Bouaké. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Monica, Yako. Yako. Vetcho Lolas, c'est toujours aussi singulier également. Il fait partie des fervents soldats de Eskeli. Un mot, une réaction? Oui, Vetcho, content que c'est toi qui a fait cette petite vidéo. Aussi, on s'est connus depuis longtemps. Oui, quand même. Il n'y a pas que Vetcho, on a également les ex-danseurs, les premiers danseurs qui étaient aux côtés de Eskeli, qui ont qui sont en ligne en ce moment et qui souhaiteraient également partager leur compassion. On va les regarder et puis on se retrouve. Bonjour les gars, qu'est-ce que vous pouvez dire à Monica? Salut, mes présences, moi c'est Ifrakata, ex-danseur de Eskeli. Moi c'est Héritier, ex-danseur de Eskeli. En tout cas, mes sincères condoléances à la famille et à sa femme. En tout cas, les mots me manquent parce que Eskeli il a beaucoup fait pour moi. Voilà, étant son danseur, en tout cas vraiment, les mots me manquent. Voilà. Bon, du courage à sa femme. Je me souviens une fois, j'étais dans un bus. Il m'avait que je travaille et tout ça. Il m'a vu, il m'a interpellé. Il a dit assieds-toi mon petit. Vous voyez celui-là, c'est le premier danseur que j'ai eu dans ma vie. Il m'a même donné une somme de 30 000, sachant que je travaille déjà. Et il faut féliciter l'artiste parce qu'il a un grand cœur. Que Dieu, son âme repose en paix. Voilà, tous ces témoignages à l'endroit de la personne qu'il était, sa générosité, son grand cœur aussi, il était entier dans tout ce qu'il faisait. Je profite pour saluer sa sœur Audrey Tareg, qui également passe par des moments difficiles et toute la famille biologique de cet artiste qui aura et qui va laisser un grand vide sur l'ensemble de la culture ivoirienne. Monica, pour refermer cette émission et cet échange, quelle est l'image que tu souhaiterais qu'on retienne de Eskeli? Et quelle est l'anecdote de fin que tu pourrais nous raconter et sur laquelle on resterait en joie face à cet artiste? Vraiment, c'est difficile de choisir une anecdote maintenant. Mais peut-être seulement ça qui vient dans la tête spontanément. Et c'est pas une anecdote. Mais pour moi, dans les derniers jours, je peux dire que chaque jour, il y a quelque chose de pas prévu qui se passe. Et on était avec 5 amis dans un coin à la rue Princesse, mais pas un coin pour fêter, un coin sans musique, comme ça, très simple. Et on a commencé à parler à côté, quelqu'un était assis et il a resté jusqu'à et sinon c'était vide, hein, mais lui, un jeune comme ça, est resté jusqu'à pour écouter ce qu'on dit. Et dans lui, son visage, dans chaque phrase, je pouvais dire que lui, il a aussi vécu ça, que c'est de ces gars de la rue, même si moi je ne les connais pas, et que ça lui dit quelque chose. Et c'est comme partout, je vois dans des autres personnes, d'une façon, je vois quel effet qu'il avait. Peut-être l'anecdote, c'est la dernière fois que j'étais à Bouaké. On visitait beaucoup de personnes, de sa famille, mais aussi des amis. Et ça... Bon, finalement, on rentrait à la maison, mais encore dans le chemin, il y avait des jeunes filles qui passaient. Et on a dit bonjour. Et il a dit, faut sortir de la voiture. Je dis, mais parce qu'il n'avait pas une raison pour sortir lui-même, il ne sortait pas, on le saluait bien, tout était bon. Et je dis, il dit oui, il faut sortir pour démontrer ta taille.
Ça fait honte, ça veut dire. Après, à la maison, on a fait un petit bagarre. Pourquoi je dois démontrer ma taille. Mais ça que je veux le dire, en fait, c'est des petites choses qu'après, ça te fait rire. Mais qu'il voulait vraiment toujours saluer tout le monde et avoir ce petit moment. Merci Monica infiniment pour tout ce que tu as pu nous dire. Oui, Annie, voudrait passer quelque chose. Je voulais lui demander si tu avais un petit nom que tu lui donnais à la maison, comment tu l'appelais? Oui, je l'ai appelé Chérie Chen. Chérie Chen. Chérie Chen. Bon, lui m'appelait comme ça aussi. Parce que d'abord, on a la maison à Balin. Oui. On a il y a un peintre congolais. Et il s'appelle Chéri Cherin. D'accord, ok. Il sonne un peu pareil. Et la peinture jusqu'à là où il a le souffle à Chéri Cherin. Mais bon, vous tous, vous connaissez Chéri. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça s'appelle Chéri? Mais en allemand, si tu mets chaîne, c'est le diminutif. Ça veut dire ça. Tu ajoutes ça à un mot et c'est encore plus intense d'amour, alors c'est chérie, Chan et au même temps c'est tout cette double sens. Chérie Chan. Hommage donc au conjoint de Monica, Chérie Chen, on dira ça comme ça. Merci Monica infiniment pour ces témoignages, ces quelques anecdotes. Merci également de toujours soutenir et d'avoir toujours été avec l'artiste. Finalement, encore une fois, Yako, et puis la Côte d'Ivoire te portera, la Côte d'Ivoire te soutiendra parce que tu fais partie des filles de ce pays. Et finalement, nous t'adopterons puisque tu as été la conjointe de Eskeli, donc finalement, tu seras une sœur. Merci infiniment et puis on t'accompagnera dans la préparation de ces différentes étapes pour la mise en terre de l'artiste. Merci infiniment à toute l'équipe. Voilà, l'oiseau rare s'est envolé de plus belle. Nous, on continue. Bien sûr, la vie, et sachez qu'un artiste ne meurt jamais et ce n'est pas Eskeli qui partira. Merci à l'équipe. Annie-France, merci infiniment. Je t'en prie. Merci Marie-Dominique, merci infiniment. Je t'en prie. Merci Yann-Cédric pour ce moment et merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci pour cet hommage qu'on continuera de rendre à Eskeli jusqu'à la fin. On sera de tout cœur avec lui. On se retrouve d'ici là, demain, même heure, même canal. Mettez l'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.